Je voudrais juste préciser que je vais intervenir devant vous sur un sujet qui n'est pas exactement le sujet sur lequel je travaille, puisque je travaille plus spécifiquement sur l'enseignement du fait colonial et plus encore sur la manière dont les débats publics influent ou non sur les programmes scolaires et les pratiques de classe. Alors évidemment, à ce titre, j'ai été amenée à m'intéresser de très près au retour sur la mémoire de la guerre d'Algérie, aux différents usages du passé algérien qui ont été faits dans l'espace public et plus précisément pour vous aujourd'hui dans l'espace médiatique. Donc je vais vous proposer une intervention qui est un petit peu expérimentale. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais manier des outils qui ne sont pas forcément les outils que l'historien a l'habitude de manier, puisque je me suis lancée dans une sorte de parallélisme avec la logique littéraire. Après tout, c'est un colloque transdisciplinaire, donc avec des outils littéraires, avec des réflexions autour de la question du roman. Et c'est la raison pour laquelle j'ai qualifié cette intervention de fabrique d'un nouveau roman colonial, nouveau roman à entendre au sens du nouveau roman, voilà, qui n'est pas du tout un sujet que je maîtrise, mais qui m'a semblé pouvoir correspondre à quelques hypothèses que je vais lancer devant vous. Alors, je ne vais pas aborder les contenus de témoignages qui ont été présents dans les médias, mais je vais partir de l'idée que les médias fabriquent leur propre discours sur un événement. Autrement dit, que les médias sont un maillon qui participe à fabriquer un objet mémoriel. Et de ce point de vue-là, la façon dont ils ont utilisé, dont ils ont fait usage des différents témoignages, me permet de dire qu'il y a l'élaboration d'une sorte de trame narrative sur la guerre d'Algérie et de ce que j'ai pu qualifier de genre littéraire sur la guerre d'Algérie. Alors, j'ai pour cela isolé deux moments qui me paraissent emblématiques. Le premier moment, c'est le moment des années 2000, sur lequel je passerai un petit peu moins de temps parce que vous le connaissez sans doute assez bien, c'est-à-dire tout ce grand débat autour de la question de la torture et donc cette résurgence médiatique de la question de la torture en Algérie, à partir notamment du témoignage de Louisette Iguilariz en Une du Monde. Le deuxième moment est beaucoup plus récent puisque je vais m'intéresser à ces 3 derniers mois, enfin quelques derniers mois, à partir de mars 2012, c'est-à-dire le moment où on a célébré les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Et vous allez voir que c'est un moment sur le plan médiatique qui est particulièrement intéressant puisqu'on a vu un véritable foisonnement de témoignages avec une sorte de mise en ordre, de mise en scène qui est à mon avis assez spécifique et en tout cas que je vais essayer de décrypter avec vous. Alors pour vous donner déjà un peu l'issue de cette trame narrative que je vous présente devant vous, au cas où je n'ai pas le temps de finir, je vous annonce tout de suite la fin. Après tout, nous sommes dans le nouveau roman, donc nous pouvons commencer par la fin aussi. D'ailleurs, il n'y a ni début ni fin. Donc je vais vous montrer, en tout cas essayer de vous montrer que les années 2000-2002 correspondent à une sorte de moralisation des débats, de bipolarisation des débats autour d'une logique entre victimes et bourreaux et d'une sorte de dramatisation extrême à travers justement l'usage des témoignages dans les médias. Et pour cela, je m'appuierai essentiellement sur 2 médias écrits, Le Monde et l'Humanité, qui m'ont semblé participer le plus à cette construction d'un discours public. Et puis 2012, donc plus récemment, nous sommes dans une logique qui me semble totalement autre. Nous sommes dans une logique qui est polyphonique, avec, vous le verrez, une forme de coprésence de différents discours, de coprésence de différents récits, qui donne une sorte de vision un peu tabulaire de l'événement et qui contribue à le neutraliser politiquement. On n'est plus du tout dans une logique de victime ou de bourreau, on n'est plus du tout non plus peut-être dans une logique de guerre, avec des vainqueurs, avec des vaincus. On est dans une logique de juxtaposition et de coprésence de récits multiples. Et donc je pense qu'il y a là une sorte de nouveau roman, dans le sens où il n'y a plus ni héros, ni trame narrative, ni dramatisation. J'essaierai de vous montrer pourquoi. Alors, au niveau du corpus pour 2012, je vous ai présenté celui de 2000. Celui pour 2012, je vais m'intéresser, enfin, j'ai utilisé essentiellement Le Monde, là encore, avec un dossier un peu
mi-audio, mi-écrit. Alors, je précise que je vais me centrer essentiellement sur l'écrit, puisqu'à partir du moment où j'utilise cette image du roman, je considère qu'il y a récit écrit. Donc, j'ai utilisé le dossier Le Monde presse écrite, mais Le Monde aussi web, avec cette espèce de côté un peu hybride hein, de cette presse sur Internet qui existe depuis quelque temps. Un dossier grand angle de Libération que je vous présenterai. Et puis surtout, et c'est peut-être la principale originalité de cette intervention, la presse régionale. La presse régionale qui a foisonné énormément ces derniers mois de témoignages. Et alors, j'ai évidemment pas tout dépouillé, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai essayé de quadriller l'Hexagone. Donc, j'ai Voix du Nord, Midi Libre, Est Républicain, Ouest France et Le Progrès. Hein, comme ça, on a une sorte de vision un petit peu générale de l'Hexagone. Et j'ai isolé dans cette presse régionale 70 témoignages sur lesquels je reviendrai. Dramatisation, héroïsation, moralisation, bipolarisation des enjeux mémoriels. Juste pour, là encore, contextualiser ces années 2000-2002, il faut préciser, mais vous vous en souvenez sans doute, qu'on est à ce moment-là dans une véritable, comment dire, vogue du terme de repentance, qui n'est pas du tout lié au passé colonial, qui provient, peut-être en avez-vous parlé, de la question de la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, c'est très clair que cette occurrence de repentance dans la presse écrite, elle est très très forte. En 2000, il y a un boom de l'occurrence, puisqu'elle est, par rapport à l'année précédente, cet usage de l'occurrence repentance, elle est multipliée par 5. Donc pour vous dire qu'on est vraiment dans une espèce de registre mémoriel qui est en train de se mettre en place et qui touche surtout le monde colonial, parce que ça touchait la Seconde Guerre mondiale, qui est celui de la repentance. Alors, un petit rappel des faits. Le 20 juin, Louisette Higuelariz publie son témoignage par l'intermédiaire de la journaliste Florence Boger au Monde, publie son témoignage sur la une du Monde, dans lequel elle raconte sa torture, dans lequel elle raconte ses viols, et dans lequel elle nomme son bourreau. Enfin, en fait, elle recherchait celui qui l'avait sauvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, et elle nomme son bourreau qui est donc Bijard. À ce moment-là, se met en place donc une trame dramatique. Avec, et encore une fois, je dis trame dramatique, ça ne joue en rien sur la question du vrai, hein, mais je parle bien de la mise en scène médiatique ici. Avec une première polémique qui se met en place avec Bijard lui-même. Alors vous pouvez le regarder, c'est en ligne, hein, qui parle de lui à la troisième personne, c'est assez particulier. Il dit Bijard ne peut pas faire ça, Bijard n'a pas fait ça. Avec Massu qui lui intervient aussi juste après le témoignage de Louisette Higuelariz et qui regrette et qui reconnaît, hein, il reconnaît et il regrette qu'il y a eu torture, qu'il y a eu exaction. À ce moment-là, mais quelques semaines plus tard, 2 sondages sont publiés, sondage BVA, sondage CSA, un sondage qui annonce là aussi encore en une qu'une très large majorité de Français reconnaît l'usage de la torture durant la guerre d'Algérie, qu'elle le condamne, et le sondage CSA, qui lui est donc quelques jours plus tard, un Français sur 4 pense que la torture est acceptable dans certains cas exceptionnels, entre guillemets, et c'est à l'occasion de la journée du lancement de la Journée mondiale contre la torture. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que tout à coup, il y a à ce moment-là une sorte de moralisation du débat et une sorte de déshistorisation du débat, c'est-à-dire qu'on entre dans le registre de la torture pour ou contre, d'une certaine manière, hein, et non pas du tout dans la compréhension d'un événement global, militaire, guerrier, dans lequel la torture aurait une place spécifique. 31 octobre, pétition des historiens qui est lancée par l'Humanité, c'est le fameux appel des 12, où là on a une sorte d'arbitrage, arbitrage d'historiens. Alors si on voulait pousser la figure littéraire, on dirait que ce serait un peu le cœur, si vous voulez, au théâtre, l'arbitrage d'historiens qui explique, qui contextualise et qui contribue justement à réhistoriciser un petit peu la question. Novembre 2000, les choses s'aggravent en termes, encore une fois, de drame, puisque c'est le témoignage de Mohamed Garn, qui est le fruit, souvenez-vous, d'un viol collectif de sa mère Keira, qui est à demi-folle. À ce moment-là, c'est Osarès qui sort de l'ombre. Et c'est Osarès qui sort de l'ombre et qui, dans une espèce de logique un peu thérapeutique, vient témoigner pendant 2 mois dans les locaux du journal Le Monde.
Et pendant 2 mois, il raconte, c'est là aussi où il revendique l'assassinat d'Ali Boumendjel, il raconte et il reconnaît et il assume. C'est aussi le moment où sont publiées plusieurs tribunes, qui elles aussi ont des vocations thérapeutiques. Des tribunes d'anciens appelés sur le mode « nous aussi nous avons torturé ». Et sur le mode « nous aussi nous avons torturé », il y a une sorte de thérapie comme ça, où ils disent, alors j'ai des exemples mais je n'aurai pas le temps de vous les donner, où vous avez torturé, c'est une chose d'avoir pris la décision politique de faire pratiquer la torture en masse sur la population algérienne par les militaires et de s'être lâchement défaussés sur eux de leur devoir de politique. C'en est une autre de n'avoir laissé aux appelés du contingent, des jeunes de 20 ans, que le choix entre être bourreau ou être complice. Ou vous torturez, ou vous regardez. Le 5 décembre, quelques jours plus tard, c'est la fameuse soutenance de la thèse de Raphaël Branche, soutenance ultra médiatisée, donc soutenance qui, là encore, fait intervenir le monde des historiens dans ce monde de victimes bourreaux, de moralisation, de vocation thérapeutique, on va dire. Et puis, entre en scène à nouveau le comble de l'horreur, la torture des enfants, avec la publication d'un témoignage d'un enfant lui-même. Témoignage que son père adoptif rend public alors que l'enfant devenu adulte, s'est suicidé l'année précédente en 1999. C'est le témoignage de Mustapha qui raconte les sévices qu'il a subis quand il était enfant. Et puis pour couronner ce drame, si j'ose dire, quelques années plus tard, les élections présidentielles de 2002, la campagne électorale, où on retrouve Mohamed Chérif, qui avait déjà témoigné, mais son témoignage était resté un peu clandestin. Il avait témoigné en 1985 dans Libération, où on retrouve le témoignage de Mohamed Chérif. Vous savez, c'est la fameuse histoire du poignard de Jean-Marie Le Pen. Mohamed Chérif, qui était donc en Algérie, qui était enfant, qui raconte comment ses parents ont été torturés, qui s'était caché, et que l'un des bourreaux avait oublié son poignard, et ce poignard il a été recueilli par Mohamed Chérif, et il le ressort en 2002 au moment de la campagne électorale, et il y a écrit JLP, Jean-Marie Le Pen, sur ce poignard. Alors, quel bilan ? Le bilan donc de ce moment 2000-2002, quelle configuration pour quel moment mémoriel? On est, à mon avis, d'abord dans une logique du dévoilement, logique médiatique, encore une fois, du dévoilement, c'est-à-dire de cette redécouverte de la torture. On est dans une logique de dramaturgie par bipolarisation entre victimes et bourreaux. On est dans une logique exponentielle de la dramatisation avec la succession des révélations, dans une logique nominative aussi, où les bourreaux et les victimes sont nommés, et dans une logique de thérapie et de moralisation de la question politique, torture pour ou contre, fallait-il torturer, oui ou non? Vous voyez que ces sondages sont assez particuliers. 10 ans plus tard maintenant, 2012, donc aujourd'hui, finalement hier. Le scénario est tout autre. On est donc cette fois dans un contexte de commémoration des 50 ans des années des accords d'Évian, et sans doute l'avez-vous constaté, le moyen par excellence mobilisé pour cette commémoration, c'est l'appel au témoignage, c'est l'appel à l'intime, c'est l'appel à la restitution de sa guerre d'Algérie. 2 exemples. Le Monde, le 19 mars, qui lance un appel en disant « Vous avez vécu la guerre d'Algérie, vous disposez de documents inédits sur ces années. Le Monde invite ses lecteurs en France et en Algérie à témoigner de leur expérience de la guerre d'Algérie. Des témoignages seront publiés régulièrement sur le site du Monde. » 19 mars toujours, La Voix du Nord. Alors il y a plusieurs journaux provinciaux qui ont sorti des suppléments spéciaux pour célébrer cette guerre d'Algérie. La Voix du Nord, vous aviez 20 ans, vous étiez rappelé peut-être, quand vous avez pour la première fois débarqué sur le sol algérien, vous étiez soldat ou gradé, vous étiez pied noir et avez vécu l'exode du retour en France. Harki, vous serviez aux côtés des Français. Et là, ils ajoutent, par la voix de vos souvenirs, à travers le filtre de vos émotions, de vos singularités, de vos peurs peut-être, de vos silences aussi, racontez-nous votre guerre d'Algérie. Alors ce ne sont pas les seuls, à faire appel à ces prises de parole spontanées qui sont cette fois, vous le voyez, des prises de parole que je qualifierais moi d'hommes ordinaires. On fait appel cette fois à des prises de parole hommes ordinaires avec une quête de l'intime, où on va essayer de saisir comment les gens ont vécu leur propre guerre d'Algérie. Dans la presse nationale parisienne, Le Monde publie 2 dossiers et Libération publie 1 dossier. Le premier dossier du Monde est un dossier en 2 temps. Le premier, le 4-5 juillet, où vous avez une sorte de reportage web, qui est un reportage photo.
Un reportage photo où 3 appelés du contingent racontent leur guerre d'Algérie. Alors, c'est très intéressant à regarder, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous avez une absence complète de correspondance entre les photographies et l'énoncé de ce qui est retenu des témoignages de ces anciens appelés. C'est-à-dire que vous avez des portraits, hein, ils montrent quelques petits objets, et puis finalement, ce qui est retenu, c'est « Oh, vous risquez d'être déçus, vous savez, nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous avions 20 ans, l'âge de l'inconscience. Les massacres, les tortures, on savait sans savoir, on ne voulait pas voir. J'ai perdu mon temps. On défendait les choses qui ne nous regardaient pas. La France n'avait pas envie de savoir, elle voulait oublier. » Et vous avez comme ça juste une sorte de roman photo, on va dire, avec ces petites phrases qui posent quand même la trame, on y reviendra, hein, mais qui est la trame essentielle de ces témoignages sur le moment 2012. Vous avez également un second dossier qui, lui, est beaucoup plus intéressant, à mon avis, qui est un dossier dans lequel 9 témoins racontent leur été 62. Il y a un pied noir, il y a un ancien de l'OAS, il y a un ancien appelé, il y a un ancien supplétif, il y a une femme du FLN, il y a un homme du FLN, il y a un homme de la LN, il y a... c'est tout. Et donc, vous avez ce dossier qui est conçu de façon extrêmement spécifique, alors grâce aussi aux nouveaux médias, hein, avec une interview qui est filmée, qui est montée aussi, bien sûr, une arborescence avec juste une explication, parfois, par exemple supplétif, si vous voulez voir ce que c'est, vous cliquez sur supplétif et puis ça explique, et des archives de l'INA, qui ne sont, elles, en revanche, pas du tout critiquées. Avec un calibrage exactement le même pour chacun des témoignages, 10 minutes de vidéo. Et donc, vous voyez la production d'un effet, en fait, de mise en équivalence complète de tous les discours, hein, d'une sorte de vision, oui, là encore, tabulaire, hein, c'est-à-dire d'une sorte de vision polyphonique de la guerre, où vous avez presque une neutralisation de chacun des discours à partir du moment où il a eu lieu. Hein. Donc, une espèce de photographie à un instant T de différents acteurs de la guerre, mais sans qu'aucun ne soit véritablement situé. Et par ailleurs, un effet d'archétype, c'est-à-dire que l'acteur représente le FLN, l'acteur représente l'ALN, l'acteur représente le harki, mais en réalité, quand on regarde qui sont ces gens, on s'aperçoit que ce sont un petit peu, peut-être avez-vous utilisé le terme, mais des témoins professionnels, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on a retrouvés en fait à chaque fois dans tous les médias, radio, etc., et ce sont toujours les mêmes qu'on a interrogés. Donc vous avez en plus un procédé médiatique d'anonymation de gens qui en réalité sont des gens qui sont assez rodés dans le phénomène du témoignage. Même processus dans Libération. Une semaine grand angle, une semaine portrait, où là encore, hein, vous avez une redistribution équitable des tâches avec une femme, Hélène, avec une harki, avec un appelé, avec Malika, avec la famille Pied Noir. Là, c'est comment dire, l'exception, hein, puisque le journaliste va dans la famille Pied Noir. Alors, il ne se dit strictement rien, sauf moult détails culinaires. Je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est toujours très intéressant. À chaque fois qu'un Pied Noir parle, il est question de la cuisine. Hein. On est invité chez des gens et donc on s'extasie sur la cuisine, cette forme évidemment d'hybridation entre le monde arabe et le monde occidental. Plus important, plus intéressant à mon avis, cette question de la presse provinciale. On assiste à ce moment-là donc à un caractère hyper territorialisé des mémoires, ou en tout cas des usages des mémoires, avec un phénomène assez intéressant. Des suppléments, je vous l'ai dit. Alors le supplément de La Voix du Nord, par exemple, c'est guerre d'Algérie, : enfin la région brise le silence. Donc un supplément. Et puis, vous savez, dans la presse régionale, il y a le journal régional, et puis il y a des éditions locales. Hein. Et donc, en fait, chaque édition locale prend son témoignage. Hein, donc, vous avez en plus un caractère multiscalaire des témoignages. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir Ouistreham qui va prendre son témoin, qui est de sa ville, etc., et puis qui va, elle, publier, donc l'extraire du supplément et le publier. Alors, du coup, ça donne une succession de petits récits. Les tailles sont très variables, mais vous avez une succession de petits récits. J'en ai isolé 70, mais il y en a plus que ça. Et dans ces petits récits intervient systématiquement la même trame narrative. D'abord, pour les appelés ou les rappelés, beaucoup plus d'appelés que de rappelés, on ne savait pas. Hein, on ne savait rien de ce qui se passait là-bas. Deuxièmement, on avait 20 ans. On était inconscient. Là, vous entendez évidemment avoir 20 ans dans les Aurès. Troisièmement, on a vu des moments de torture, mais on y a rarement participé. Il y en a 3 qui admettent y avoir participé. Des moments de violence, qui sont les embuscades,
et eux se présentent donc comme des survivants. Les Algériens rencontrés pendant le conflit sont tous majoritairement des pauvres gens qui ne comprenaient rien à ce qui se passe, qui étaient otages comme nous, et qui, comme nous, ne souhaitaient qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Il n'y avait évidemment aucune animosité. Et au retour en France, c'est le grand silence, c'est personne qui ne parle, c'est la honte, et puis enfin, c'est une guerre pour rien, c'est un gâchis, c'est une guerre inutile. Côté pieds noirs, c'est injuste, tout le monde met en avant l'amitié avec les musulmans sur place, c'est un conflit dans lequel il n'y a eu que des perdants, et puis là encore, nous n'étions que des petites gens, nous n'étions pas des grands colons. Très peu de femmes interrogées, seulement 5 sur 70 témoignages. Très peu de métiers retenus. Les deux seuls métiers qui sont spécifiés dans la presse, c'est les instituteurs et les médecins. Vous voyez que c'est quand même intéressant, l'hôpital et l'école. Et surtout, je voudrais juste terminer par ça, une neutralisation du discours par le titre choisi par le journaliste. Alors par exemple, le titre du témoignage, ça va être « Le petit Kabyle retrouve son instituteur ». Ça va être « La guerre des boutons, version guerre d'Algérie ». Il faut savoir que c'est l'histoire d'enfants qui ont été séquestrés 2 jours. Donc la guerre des boutons, version guerre d'Algérie. Pierre, 12 vaches, 12 hectares, 2 ans de guerre d'Algérie. Donc vous voyez une sorte de déminage de la conflictualité, de déminage de la politique tout simplement de ce conflit. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'abord, qu'il y a, mais je n'ai pas le temps, peut-être on pourra en discuter, mais qu'il y a une appropriation par le témoignage, ou en tout cas par le choix qui sont faits par les médias des témoignages, une appropriation d'un discours ambiant sur « nous avons 20 ans, nous ne savions rien », etc. Je vous renvoie à un article de François Buton là-dessus qui est très clair et qui montre comment tout ça est aussi une construction sociale. Nous avons également dans cette presse, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais il y a une sorte de discours qui se met en place et qui se construit socialement. On a l'émergence d'une nouvelle configuration discursive avec un récit qui est polycacophonique, c'est pour ça que j'ai parlé de nouveaux romans, avec une écriture de la spontanéité qui est basée sur le quotidien de la guerre, avec finalement plus de chronologie, une sorte de désynchronisation des temps, une redistribution équitable du rôle des acteurs anonymes, une lecture finalement tabulaire de la guerre, et du coup, une sorte d'intelligibilité du sens et des enjeux qui s'effacent derrière la trace sensible que le passé imprime au présent. Merci.